radio, 24 heures sur 24, sur alloulaplanète.fr. Ça a démarré là, ça y est, on y est ? C'est parti. Ah bah bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On s'est dit qu'on allait encore faire un Allô la planète depuis mon salon. Une de plus. J'espère que vous êtes tous là, que vous allez bien. Dans le salon, il y a donc Stéphane qui est là, bien sûr, avec son matériel. Bon, Stéphane, il faut dire bonjour aux gens. Bonjour les gens. Voilà, et Marcia est avec nous. Alors Marcia, on se connaît pas. Bonjour Marcia, bienvenue. Bonjour. Parle bien dans le micro Marcia, sinon on va pas t'entendre. Marcia, 29 ans, jeune fille qui a fait des tours du monde et qui va en faire d'autres. Je résume ? Exactement, c'est parfait. C'est bien, tu restes avec nous Marcia. Et alors tous les autres qu'on avait appelés pour venir dans mon salon, ils sont pas là. Du coup on s'est rendu compte, on a eu cette réflexion rigolote avec Stéphane, on s'est dit, tiens c'est marrant, les voyageurs sont en vacances. Voilà, on se demande ce qu'ils font le reste de l'année, mais là ils sont en vacances, mais on en aura pas mal au téléphone. Il y a Barnabé qui est là, il est là Barnabé ? Oui, il est en ligne. Allô Barnabé ? Attends Barnabé, on t'entend pas, il va falloir qu'il appuie sur un bouton qu'il a oublié d'appuyer dessus Stéphane. Barnabé en direct du Bangladesh. Allô Barnabé, bonjour, bienvenue. Non, toujours pas, ça marche pas. Si je l'entends quelque part là. Barnabé, une fois, deux fois, Barnabé, pas de Barnabé. Stéphane, ah ça y est, ça va. Je vous entends. Ça y est, on t'entend Barnabé. Je vous entends. Bah, tu connais l'installation, Voilà. tu l'as déjà vu. Hein, voilà, forcément, il faut Je l'ai vu en vrai. il faut excuser les imprécisions techniques et éditoriales de cette émission qui est réalisée dans des conditions, on va dire, particulières. Voilà. Mon cher Barnabé. C'est la radio ambulante. Hein ? C'est la radio ambulante. C'est la radio, voilà, c'est ça, c'est de la radio ambulante. Barnabé est au Bangladesh. Alors bouge pas Barnabé, avant de démarrer, je tenais à remercier tout le monde puisque vous êtes on dit combien Stéphane ? 228. 228 à avoir mis votre obol dans la cagnotte Allô la planète sur KissKissBankBank. Merci beaucoup, des sommes qui vont de 5 € à je ne sais combien, donc il y en a qui a un peu de sous, il y en a un peu plus. Stéphane ? Maximum, je crois, 200 €. Quelqu'un a mis 200 €. Ah, il y en a un qui a mis 200 € quand même. Merci aux donateurs vraiment. de 200 €. Non, merci tout le monde. Très bien qu'on vous explique. Cette somme qui est vous semble pas si énorme de 8 000 € va finalement permettre à Allô la planète de vivre pendant 2 ans, c'est ça ? Oui, un petit budget. au moins 2 ans. Parce que ça coûte rien de faire une web radio, mais ça coûte quand même un petit peu le matériel qu'a acheté Stéphane, l'électricité, la SACEM, le streaming, la boîte qui s'occupe du site internet, etc., radio, de la diffusion. Ouais. Bon, grosso modo, c'est un petit budget de 4 000 € par mois. Juste pour exister. Non, par an, juste pour exister. Donc ça nous laisse 2 ans, tout le monde, pour trouver des sous pour poursuivre. Voilà. Donc moi, je vais à la recherche du milliardaire ou de l'annonceur ou de l'énorme société mondiale qui nous aimera. Stéphane, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il va chercher aussi de son côté. Et vous tous, là où on a besoin de vous, vraiment, vous connaissez le principe de Allô la planète, la web radio, c'est-à-dire que moi je fais des émissions de temps en temps, mais l'idée c'est que les programmes sont faits par vous qui êtes sur la route, vous qui avez des choses à dire, vous qui sur la route ou pas d'ailleurs, mais qui avez envie de raconter le monde, qui faites des sons, qui rencontrez des gens, qui enregistrent des conversations, qui enregistrent des musiques, qui voulez nous faire découvrir des musiques, des lieux dans le monde, n'importe quoi. Vous nous envoyez ces sons et ces sons on les diffuse et c'est ça qui fera les programmes de Allô la planète, la web radio. Donc voilà, donc on a besoin de vous pour qu'il y ait plein de programmes sur l'antenne. Comme ça, quand j'ai plein de programmes sur l'antenne, on peut aller voir des gens en leur disant écoutez, regardez, ça marche, il y a plein de gens, ils veulent tous participer et on trouvera des sous pour poursuivre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup tout le monde, bravo. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir. Et je sais que Stéphane a mouillé plus d'une chemise pour parvenir à ce résultat, donc merci à lui. Et maintenant, on peut y aller, Stéphane ? On peut y aller ? Ah bah allons-y. Et si vous voulez toujours donner des sous, allez-y, de toute façon. Voilà, je dis ça au passage. Barnabé, toujours là ou pas ? Oui. Mon cher Barnabé, merci à toi aussi parce qu'on a fait une émission depuis chez toi, enfin depuis les locaux de, comment ça s'appelle ? Bibliothèque sans frontières, c'est ça ? Tout à fait. Et là, tu es au Bangladesh pour Bibliothèque sans frontières. Faut expliquer un peu l'histoire. C'est quoi Bibliothèque sans frontières ? Bibliothèque sans frontières est une ONG qui a pour mission d'apporter la connaissance à celles et ceux qui en sont privés, développer l'accès à l'éducation, à la culture, à l'information auprès des plus vulnérables. Alors, les plus vulnérables, ça peut être en France, dans les quartiers populaires, évidemment, dans les zones rurales, où il y a un taux d'illettrisme, par exemple, très important en France, il ne faut pas l'oublier, 7% de la population française est illettrée, et ça peut atteindre jusqu'à des taux de 20%. Donc, on travaille sur l'accès à la culture et créer des ponts avec les populations les plus fragiles.
Et donc moi je suis au Bangladesh puisque je fais une mission de quelques jours, très courte malheureusement, mais puisqu'on intervient aujourd'hui dans la crise des réfugiés et des Rohingyas. Comme vous le savez, les Rohingyas aujourd'hui ont été accueillis, un gros mot, mais ont été accueillis en tout cas au Bangladesh. Et c'est près de 900, près d'un million de réfugiés Rohingyas qui sont aujourd'hui accueillis dans le lieu où je vais demain, c'est-à-dire à Cox's Bazar, répartis dans plusieurs camps. Mais c'est voilà, c'est notamment le plus gros camp au monde, c'est à peu près 700 000 personnes. Alors, si on raisonne en taille ardéchoise, ça fait deux Ardèches hein, pour les Ardéchois. Et donc, c'est juste immense et c'est inimaginable. Et c'est assez triste parce que, notamment, c'est près de la moitié d'enfants. C'est important de le rappeler, mais c'est plus de 530 000 enfants qui sont dans ces camps aujourd'hui au Bangladesh. Mais c'est aussi une assistance auprès des Bangladeshis des Bengalais, puisqu'il y a un taux de pauvreté qui est extrêmement fort. Donc, nous avons installé des bibliothèques mobiles, c'est vrai que je parlais de radio ambulante, des bibliothèques mobiles qu'on a créées avec Philippe Stark, les Ideas Box. Et on a Parle bien, attends, Bernabé, il m'entend pas. Bernabé, tu m'entends? Oui. 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 On te perd un petit peu, Oui. parle doucement, détache bien les mots, je ne te coupe pas la parole volontairement, détache bien les mots, qu'on t'entende bien parce que le son est un peu délicat. D'accord? Donc tu es arrivé avec. Je suis désolé, oui, vous allez. Non, bah oui, mais c'est normal. T'es au Bangladesh, c'est pas à côté non plus. Et ce que je voudrais savoir, c'est donc vous êtes arrivé là-bas avec un chargement de livres, j'imagine. Mais en quelle langue sont les livres et comment vous les avez trouvés? Alors, donc nous, on travaille depuis plus d'un an au Bangladesh. BHF travaille en 25 langues et évidemment, on ne travaille pas, on va pas amener le Petit Prince en français aujourd'hui au Bangladesh. Il y a un vrai travail de choix de contenu de livres, de contenu numérique aussi, c'est important de le dire, de jeux de société. Il y a un vrai travail, par exemple, sur le conte qui est fait, il y a une grosse tradition orale des Rohingyas. Et on propose aux jeunes filles qui sont souvent exclues des activités culturelles ou éducatives, par exemple, de faire un travail de recueil de contes auprès des personnes plus âgées, Rohingyas, et pour que cette tradition orale, pour archiver ces contes et transmettre cette culture. Donc l'idée de nos bibliothèques, c'est évidemment de proposer des activités culturelles variées, mais aussi qui puissent permettre de s'insérer potentiellement au Bangladesh, et qui est un vrai sujet sensible ici. Dis-moi, mon cher Barnabé, je reviens sur toi plutôt. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive, toi? Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que c'est vrai que, bon, historiquement, moi, je suis engagé, et l'engagement, il peut passer par la politique, comme je le fais, comme tu le fais, mais aussi parce que l'action culturelle, j'ai très vite vu, jeune, que voilà, il y a des gens qui ont la chance de pouvoir accéder à des activités culturelles, à une offre culturelle, et puis il y en a qui ont moins de chance parce que chez eux, ils n'ont pas forcément de bibliothèque chez eux. Et je suis très fier aujourd'hui d'essayer de réparer humblement ces injustices-là qui permettent aussi de faire qui on est. Les livres nous changent. Je crois que dans le voyage, et vous en parlez mieux que moi, hein, dans le voyage, les livres peuvent nous changer, nous bouleversent, des histoires d'hommes et de femmes, mais aussi des musiques. C'est la culture qui fait de nous des hommes et des êtres humains. Et il est insupportable, et s'il y avait bien un chiffre à retenir dans notre discussion, il faut savoir que dans le monde, il y a plus de 70 millions de réfugiés, et il reste en moyenne 17 ans. Et, 17 ans dans un camp? Voyage. C'est-à-dire que c'est 17 ans, c'est une moyenne, parce que des gens restent bien plus longtemps. D'une moyenne de l'ONU et du Haut Commissariat au tu es en train de nous dire qu'une fois que Barnabé est en train de nous dire que parfois, une fois que la vie, l'histoire, enfin un tas de choses que tu ne maîtrises pas, t'ont envoyé dans un camp parce que tu as fui chez toi, il y a des bonnes chances pour que tu y passes au moins 17 ans. C'est fou quand même. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que c'est des prisons à ciel ouvert dans lesquelles on te dit tu ne peux ni travailler, ni apprendre, et ni te reconnecter au monde, et tu es là bloqué
des fois dans ton pays, mais des fois souvent à l'extérieur de ton pays. Et la première maladie, c'est l'ennui. Alors nous, on essaie de leur proposer à travers une accès culturel, éducatif, et ben, de l'évasion, pouvoir se recréer, pouvoir se projeter dans l'avenir et pouvoir faire vivre ce qu'il y a d'humain en nous et pas juste dire à des gens on vous loge, on vous nourrit, on vous soigne, mais après c'est pas notre problème. Ouais. Ce qui fait nous les êtres humains, c'est la culture, ce qu'il y a en nous. Et je crois que le voyage, ben voilà, c'est pouvoir demain se projeter et refaire sa vie ailleurs, c'est aussi ce qu'il y a de très fort et tout réfugié aussi aspire à reconstruire sa vie. Barnabé, je ne peux dire que bravo, on est comme des idiots là. Je sors un peu du thème de l'association, juste pour savoir, il fait chaud en ce moment au Bangladesh. On est à quelle saison là, en juillet, Ouais, dans le nord du continent indien, là, il fait quoi là? Il pleut, il fait chaud, on en est où? Ouais, alors il fait très très humide. Ouais. C'est la période des moussons, donc quand j'ai regardé, j'ai regardé la météo, c'est pluie et orage. Donc c'est bottes, chaussures de montagne et kawaii obligatoire. Ah Il n'y a ouais. pas plus ce soir. Mais Il il n'y a pas fait. plus ce soir. Je suis à Dhaka, 15 millions d'habitants. Ouais. Mais euh, Mais il fait mais chaud? bon, a priori, Il fait quand il même fait chaud très ou très pas? chaud. Ouais, il fait très chaud. Mais Il fait pourquoi tu très mets chaud des et très bottes? Moi, humide. je vais te dire Ouais. un truc. Une fois, j'étais à la mousson comme ça. Non, mais j'étais à la mousson comme ça en Inde, dans le nord de l'Inde, à Benares, à Varanasi. Et c'était la saison des moussons. Et alors, pareil, moi, j'avais des bottes et tout. Et tu te rends compte au bout d'un moment que ça ne sert à rien. Et tu regardes comment font les Indiens. Ils sont tous en tongs. Parce que de toute façon, tu vas jamais réussir à faire sécher tes bottes. Tu vas vivre dans l'humidité tout le temps. Donc à la fin, j'étais comme tout le monde, je me mets en tongs. Alors le problème de la tongue en mousson dans une ville, c'est que par moment, tu sais, bah, j'imagine que tu vois ça, les orages tombent d'un coup, C'est la tu vois, c'est le ventouse. truc qui arrive là, bam, c'est pas de la pluie, c'est des seaux d'eau pendant 1 heure. Et après, le niveau de l'eau monte dans les villes. À Benares, c'est hallucinant à voir, t'as 1 mètre d'eau, quoi, t'as les gosses qui Eh nagent et oui. tout. Et tu te retrouves à marcher avec tes tongs parce que tu te dis, bon, ça sert à rien que j'ai mes chaussures Décathlon à lacets, là, de toute façon, elles sont cuites. Donc tu marches avec ta... Et là, tout à coup, tu te rends compte qu'entre tes orteils passent des trucs. Tu sais pas. Tu sais pas. Et tu te rappelles Il y a des écosystèmes. tu te rappelles de la tête des rues quand il n'y a pas d'eau. Tu te dis, ah ouais, il y a des trucs quand même qui se baladent. Parfois ça vit, parfois ça Ouais. bouge. Bon. Et le soir, moi, bon, comme tout bon petit français, enfin occidental en voyage, je me disais, je m'étais acheté un seau, je mettais de l'eau et du désinfectant et je trempais mes pieds dedans. Je me dis, c'est pas le moment d'avoir un panari en pleine mousson à Benares. Mais voilà. Donc je te conseille la tongue. Mais- Je te remercie. Enfin, essaye Je de te faire remercie. Je me sens sécher. quand même pas mal patrouillé. Essaye de faire sécher les chaussures, mais tu n'y arriveras pas, je pense. Fais jamais. Ouais, bon, après, moi, je sais que c'est que pour quelques jours, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent dans des lieux, comme tu l'as dit, qui sont inondés très vite. Il y a 90 millions de personnes qui sont inondées chaque année au Bangladesh. Et il y en a 15 millions qui migrent temporairement dans l'année Ouais, c'est fou. à Ouais. cause des inondations. 15 millions, c'est-à-dire un quart de la France. C'est le delta du Gange. Donc oui, C'est dingue. moi je suis prêt à avoir des chaussures mouillées pendant quelques jours, Hum. mais ce que tu dis là, l'Inde et puis voilà le Bangladesh, c'est une réalité et le changement D'ailleurs, climatique d'ailleurs, Barnabé, pour en rajouter une petite couche écolo, je crois que toute cette situation dramatique du Bangladesh à chaque mousson est due au fait que l'on a coupé tous les arbres, enfin beaucoup d'arbres sur la chaîne de l'Himalaya, qui avant, à chaque mousson, retenait l'eau. Naturellement, du coup, les gens s'étaient installés en bas dans le delta du Gange pour vivre et tout allait bien. Et à partir du moment où on a coupé les arbres, il n'y a plus rien qui arrête l'eau. Et il y a un c'est très phénomène qui probable. fait que le delta est noyé chaque année avec les moussons. Et voilà, quoi, il faut... C'est un exemple concret. Ça, voilà, la montée des eaux Ouais. des océans, enfin il y a un certain tout et évidemment les premiers qui trinquent, c'est évidemment les gens qui ont le moins d'argent, Ouais. qui ne sont souvent pas propriétaires de leur terre et qui sont les terres les plus précaires. Et bon, voilà, Barnabé, en faut tout pas cas, l'oublier, ça fait, voilà. Barnabé, bravo. Alors, on salue, il n'est pas avec nous, mais tu as dans tes bagages Augustin Trapenard. Ça m'a surpris. Il est avec toi? Il est venu Ouais, avec toi? Augustin, il est Ouais. un peu tard, là. Il dort, Augustin. Il faut qu'il Il se est un peu repose. tard. Je t'avoue que j'ai essayé dans les moments de l'emmener avec moi, là, mais il est un peu tard. Augustin est là, est un parrain très engagé, quelqu'un de formidable qui vient sur le terrain avec nous, qui ne t'en fait pas forcément la pub tous les jours sur le terrain en mode selfie, mais il est là et il veut voir aussi comment ça se passe ici.
pour mieux porter la parole, faire Non, mais ce côté porte-parole à travers la visibilité qu'il peut avoir dans ses différents casquettes. Voilà, non, mais on le Donc, salue il est et, là, voilà. et on le félicite parce que alors, de voir comme ça un type comme ça s'engager, je m'y attendais pas. Je rappelle il fait des émissions à France Inter, puis à la télévision aussi. Enfin bon, et bravo. Bah, tu le salueras pour nous et bravo quoi. On le rappellera plus tard. Quand il sera Je en n'y France. manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup Barnabé, poursuis bien et si vous voulez en savoir plus, Bibliothèque sans frontières, vous tapez ça sur Google, je pense que vous arrivez rapidement au site voulu. Tout à fait. Merci beaucoup Barnabé, bonne soirée, va te coucher maintenant. Bravo pour la web radio. Eh ben, Bravo pour la web radio. merci. Et puis bonne continuation. Poursuivons. Merci, salut Barnabé, bonne route, à bientôt. Merci. Alors Allez, là, bon voyage. ciao. Là, pendant que Stéphane appelle quelqu'un, je pense que ce sera Nicolas et Fiona qui sont sur les routes quelque part en Amérique latine, c'est ça on va en profiter pour parler un petit peu avec Marcia qui est là. Donc rebonjour Marcia, reparle bien dans le micro, tu t'es éloigné encore. Attends, bien, voilà. Donc Marcia, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es chez moi Comment je suis arrivée? Comment t'es arrivée là? Ouais, c'est marrant. Je connais un certain Marco qui m'a gentiment parlé de cette web radio et au final, c'est vrai que j'en avais pas mal entendu parler aussi avant et en écoutant un peu tout ce qui se passe tous les jours au travail, ça m'a fait plaisir. Et alors toi aussi, d'ailleurs, je te l'ai à dire, on est à Paris, en plein centre de Paris, t'es habillé comme si t'étais sur les routes en Thaïlande ou je ne sais où. Oui, ça ne change rien. T'as rien changé toi. Parce que donc c'était quoi, il y a 2 ans, t'es parti pour faire une grande balade? Oui, je suis revenue il y a 1 an maintenant, ouais. environ. Et t'as fait une grande balade en Asie? C'était, oui, une grande balade en Asie, un peu en Mexique, Guatemala, Canada. Un peu partout chouette. en fait. Oui, enfin non, bien plus l'Asie que le reste. Combien de temps t'es partie? J'étais partie en 1 an. 1 an. Toute seule? Toute seule. J'ai eu de la chance d'en avoir parlé pas mal avant de partir. Et au final, j'ai quand même 2-3 amis qui m'ont rejoint. Et au fur et à mesure, je me suis fait des amis pour la vie là-bas qui m'ont rejoint aux 4 coins du monde. Alors, je liquide tout de suite la question qui énerve, mais que l'on doit poser aux jeunes femmes comme toi qui voyagent toutes seules. Pas de problème, pas de galère, t'as pas eu peur. Galère. Le fait de voyager, parce que tu le sais bien, hein, les gens, une fille qui part toute seule, oulala, oulala. Non, ça va, ça t'as pas eu... En même temps, quand on voyage tout seul, moi au final, en espace d'1 an, je me suis retrouvé 1 jour et demi tout seul, vraiment. On rencontre du monde tout le temps. On rencontre du monde tout le temps, à l'aéroport, dans les bus, dans les guest house, vraiment partout, dans le tuk-tuk. Au final, on n'est jamais seul, donc on n'a jamais vraiment peur, à part les catastrophes naturelles qui peuvent arriver. Mais tu t'es jamais senti en danger dans des bus, des trains, des choses comme ça? Peut-être juste au Guatemala, Mexique, parce qu'il y a quand même la mafia, mais sinon, tout le reste, ça allait bien. Très bien. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment ça s'est passé? C'est un truc que tu avais dans ta tête depuis longtemps? J'ai envie de me promener? C'est un coup de tête? Alors, c'était tout simple. C'est que quand j'étais petite, nous, on partait très, très rarement en vacances, voire jamais avec ma famille. Et au final, j'avais tous mes amis qui partaient tout le temps, qui me montraient les photos, qui me donnaient envie de voyager. Et au final, ça m'a donné envie de voyager, de voir le monde, quoi. Donc, dès que j'avais fini les études... t'es parti. T'as acheté un billet? Non, je suis pas partie parce que j'avais quand même pas les sous. Ah oui, donc au final, ce problème. J'avoue que j'ai accepté un boulot en savant dès le premier jour que j'allais bientôt partir. Tu leur as pas dit, bien sûr. Ah si, c'est très très rapidement, j'ai glissé des petits indices. Et alors t'as économisé chaque euro précieusement en te disant chaque euro gagné c'est 1 kilomètre de plus? Alors j'avoue que je vivais tout seul dans la maison de mes parents où j'avais à peine un matelas par terre. Je mangeais des pâtes avec du fromage du matin au soir pendant 3 ans maintenant. Mais dans ces cas-là, la motivation est énorme parce que quand tu te renseignes un peu, tout à coup il y a des gens qui disent mais tu sais, avec 5 euros par jour tu vis largement en Thaïlande ou je ne sais où. Et alors là tu te dis tout à coup, quand je mets 5 euros dans la boîte, c'est une journée de voyage. Enfin, c'est concret. C'est au moins la guest house plus les 3 repas qui sont compris, quoi. Et donc non mais ça marche. C'est pour ça que ça marche, je crois d'ailleurs, d'économiser comme ça, parce que c'est des petites sommes qui représentent beaucoup. C'est comme dès qu'on voit des amis qui nous disent allez sors ce soir avec nous, je fais bah oui, mais sauf que là si je sors avec vous je perds 4 jours. Et oui, facile. Mais oui. Bah c'est bien, t'as tenu le coup, t'es parti et t'as commencé par la Thaïlande? Non, j'avais commencé par l'Indonésie parce que j'avais arrêté par l'Indonésie au final pour m'enlever un peu cette peur, parce que j'avais quand même pris du coup 2 ans, même 2 ans et demi pour économiser les sous pour partir. Pour m'enlever cette peur, je me suis dit je vais commencer par là où j'avais arrêté la dernière fois. Parce qu'il y avait eu un voyage avant? C'était juste 1 mois,
Enfin, c'était un petit D'accord. road trip avec une amie et je me suis dit, je vais commencer par là où j'ai arrêté. Très Et bon du coup, réflexe. voilà. Attends, très très bon réflexe que je donne à tout le monde. Si vous commencez un long voyage, c'est bien de commencer par un endroit qu'on connaît même un petit peu. Voilà. Ça rassure, ouais. Au Ça moins, on rassure. T'es connaît arrivé un en peu, territoire oui, connu. on Ouais. connaît un peu comment les locaux fonctionnent, sauf que bon, à l'époque, j'avais fait plutôt les îles un peu connues d'Indonésie, alors que là, j'ai directement commencé par des îles où il y a vraiment très peu de Par personnes exemple, qui y t'es allé vont. où? T'es allé où? C'était Sulawesi, les îles Togian, Flores, toutes les îles entre Flores et Flores, Lombok. là-bas. Ah oui, il n'y a rien là-bas, là. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, il y a plein de choses, mais Non, mais il n'y a pas il y a pas il y a très beaucoup peu de de structure touristes, enfin, pour accueillir les voyageurs. Oui, voilà, c'est comme Flores, par exemple, tout le monde va aux îles Komodo, mais alors personne va en dehors de ça. Enfin, Et alors, c'est Flores, c'est comment? C'était pas mon préféré. Mon préféré, c'est vraiment les îles Togian. Enfin, Alors, il y c'est a- les îles comment, pardon? Togian. Tojan, d'accord. Et ça ressemble à quoi, les îles Tojan alors? C'est des petits bouts de terre en plein milieu de l'océan. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de route, donc il n'y a même pas de scout. Enfin, les gens, ils savent. Enfin, il y a par exemple un couple de Français qui sont installés là-bas. Ils ont repris leur retraite et ils sont en train d'apprendre aux locaux le tri. Donc parfois, il y a les locaux qui arrivent, ils savent même pas ils savent pas différencier le papier du plastique. Donc c'est vraiment. Mais ça dans plein d'endroits, tu sais. Oui, donc c'est c'est vraiment très très coupé du monde, quoi. C'est en 3 jours pour y aller, mais c'est. Et comment on arrive là-bas? Un bateau, ouais. Avion, bus, après bateau. Alors ta démarche dans un cas comme ça, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais aller dans un endroit où il y aura pas les autres? Non. C'est essayer de chercher quoi? J'avoue que c'était parti un peu plus loin. C'est que j'avais un ancien collègue qui me parlait de sa meilleure amie qui était partie au fin fond du monde. Et au final, il avait eu un enfant, mais il n'a jamais pu lui dire parce que là-bas, en fait, il n'y a pas de réseau. Ouais. Du coup, je me suis dit, ça vaut le coup d'y aller et juste d'annoncer l'arrivée du bébé, quoi. Non, t'as fait ça? Du coup, j'y suis allée et j'ai essayé de le retrouver. Tu l'as retrouvé? En même temps, il n'y a pas grand monde qui habite là-bas. Oui, c'est vrai. Et alors, tu lui as annoncé? Oui, c'est... Non, c'était vraiment chouette. Oh, la tête qu'il a dû faire, t'as l'autre qui arrive de nulle part, là. Jolie jeune fille toute blonde. Bonjour, il y a un bébé. Voilà. J'aime bien ce genre d'histoire, c'est rigolo. Tu restes avec nous tout le temps, là. Alors, qui as-tu réussi à joindre? Stéphane, c'est Fiona de chez Fiona et Nicolas. Bonjour Fiona, bienvenue. Oula. Oui. Oula. Bonjour. Bonjour. Parlez doucement. Attendez. Je connais dans ces cas-là. Parlez doucement, posément, bien dans le micro, l'un après l'autre. C'est ça. Hein. Vous êtes où? D'accord. Est-ce que vous nous entendez bien comme ça? On vous entend pas bien là. Vous êtes où? On est dans une auberge de jeunesse à Lima, au Pérou. Donc le réseau est peut-être pas super bon. Là, c'est bon là. Mais c'est le mieux qu'on a trouvé. Alors là, c'est bon. Donc on va essayer de peu s'interrompre. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Quelle idée? Quelle idée? On voyage. Et depuis, ça va faire 6 mois. On est parti en fin janvier avec Nicolas. On a acheté un van au Chili et on a traversé toute la Patagonie pour remonter ensuite jusqu'au Pérou en traversant l'Argentine et la Bolivie par le passé. Wow. Et voilà. Et le côté un peu original de notre aventure, c'est que j'ai la mucoviscidose. Donc les maladies génétiques respiratoires. Alors attends, on va bien rappeler la chose. Je savais pas si tu voulais en parler ou pas. Donc voilà, tu as la mucoviscidose, oui, une maladie respiratoire assez lourde à gérer quand même, non? C'est difficile. Oui, ça implique des séances de kinésithérapie quotidiennes, des aérosols, avec une prise médicamenteuse assez importante. Donc une sacrée organisation quand on veut avoir ce type de vie nomade à des millions de kilomètres de sa zone de confort. Donc voilà, c'était un peu le challenge qu'on s'est lancé. C'est vraiment une envie qu'on avait tous les deux de traverser l'Amérique du Sud en van avant de se poser, avant d'avoir des enfants, tout ça. Donc voilà, on s'est dit, bon, faut pas que ce soit un frein. On va quand même se lancer, on va s'organiser et voilà. Et du coup, ça va faire 6 mois, tout se passe bien. On a pu traverser les frontières avec mes 30 kilos de traitement dans le van. Il y a 30 kilos. Attends. Il y a 30 kilos de médicaments? Oui, au total, je suis partie avec 6 mois de traitement. Là, il me reste encore un peu. Je suis partie avec 6 mois parce qu'en Amérique du Sud, on n'a pas vraiment les mêmes moyens de se procurer les traitements comme en France. Ils n'ont pas les mêmes noms de molécules. Et puis, la mucoviscidose est plutôt un type caucasien, donc il y en a
tant que ça en Amérique du Sud, c'est pas du Mm. tout connu. Donc j'ai préféré, sachant qu'on connaissait pas notre itinéraire très précisément, on n'avait pas vraiment de feuille de route, Alors, attends, et comme on changeait d'endroit très fréquemment, pour Fiona, s'approvisionner, c'est difficile. Fiona, comment la mucoviscidose te handicape? Bon, il y a la prise de médicaments qui est compliquée, il y a les séances de Mhm. kiné, mais sinon, est-ce que tu peux avoir une vie dite normale ou comment ça se passe? Alors, il y a plein de mutations différentes dans cette pathologie. Moi, j'ai une forme plutôt respiratoire. Il y a aussi une atteinte digestive, mais du coup, d'où la prise de médicaments à chaque fois, à chaque repas, chaque fois que je mange. Et moi, ça m'inquiète plus au niveau respiratoire. Il faut vraiment que je fasse mes aérosols, j'en ai 2 à faire par jour, des séances d'une demi-heure, plus de la kiné. Que d'habitude, j'ai un kiné que je vois toutes les semaines. Je suis en de Lyon, donc à Lyon. Là, j'ai appris à me faire des séances autonomes, en fait, pour Tu pouvoir tu fais, continuer le voyage aussi. t'es la kiné de Voilà, toi-même. Ouais, ouais. voilà, Euh, je me fais ma kiné moi-même avec tous les appareils que j'ai pu emmener. mais c'est Et fou. c'est un peu la condition pour voyager Fiona, le plus Fiona, longtemps. il faut qu'on abrège la conversation parce que le son est pas très bon, mais je voudrais quand même savoir ta démarche à toi. Bon, j'ai bien compris qu'il y avait une volonté de vivre malgré tout et j'ai envie de voyager, je voyage même si je suis malade. Mais est-ce que derrière tout ça, tu as aussi un message à faire passer? Tu as aussi une espèce d'exemplarité que tu as envie de donner? C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a créé une association qui s'appelle Muco sans frontières, où on partage tout ce qu'on a fait. On appuie beaucoup notre voyage aussi sur le sport, qui est primordial pour avoir une bonne condition respiratoire. J'en fais depuis toute petite et c'est vraiment la clé, quoi. On a d'ailleurs fait de trek en Patagonie, d'où on communique du coup via notre page Facebook. On a également fait un compte Instagram pour un peu délivrer des messages d'espoir à d'autres personnes qui seraient atteintes de la même maladie, les parents, les proches de ces patients, et leur montrer que c'est possible de pouvoir partir loin de chez soi, loin de son hôpital, de son kiné, et de se débrouiller tout seul. Récemment, en Bolivie, on a tenté l'ascension d'un volcan à 6000 mètres d'altitude. On a d'ailleurs Nicolas a fait un film, un montage d'un quart d'heure. Le film est disponible sur notre page Facebook, Mes Courses aux Frontières. Et voilà, donc c'est tout ce genre de messages qu'on veut faire passer, donner de l'espoir, aborder la mucoviscidose d'un point de vue optimiste, à travers des projets innovants, et puis attirer l'attention, faire connaître cette maladie pour que les gens soient sensibilisés, et toutes ces associations qui sont déjà en place pour faire avancer la recherche, car actuellement il n'y a pas de traitement curable. Fiona, Voilà, Fiona, je t'arrête. Fiona, je t'arrête parce que le son est vraiment pas bon, mais on a tout bien compris, l'essentiel. Et on vous rappellera une autre fois avec un meilleur son. Vous êtes sur la route combien de temps encore? Là, on est au Pérou Cusco la semaine prochaine. On peut se rappeler dans la semaine si vous pensez qu'on peut avoir une meilleure connexion. D'accord. Et on est sur la route jusqu'en septembre. On a le mois d'août en Équateur et septembre en Colombie. D'accord. Bon, je vous rappelle. Je vous repasse Stéphane et je vous rappelle. Vous inquiétez pas. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Embrasse. C'est Nico et oui, embrasse Nico. Nico, Fiona. Et l'association Muco sans frontières. Pareil, vous tapez ça sur Google, vous y arriverez. Voilà. Vous trouverez toutes les informations. Merci beaucoup, Fiona. Bonne route. À très vite. Je te rappelle très vite, dans quelques jours. Ok. Merci. À bientôt. On en était où, Marcia? Ah, on en était à Flores. Oui, voilà. Mais tu sais pourquoi ça me fait penser à quelque chose? L'homme de Flores. Oui. C'était quoi cette histoire de l'homme de Flores? Ils n'ont pas découvert une tribu sur les îles de Flores? Ça m'est venu comme ça. Bref, donc tu vas dans les îles paumées en Indonésie et ensuite? Et ensuite, j'étais avec une amie à ce moment-là. Après, j'ai fait un petit tour en Thaïlande, mais j'avoue que j'ai un peu moins aimé. Parce on dit toujours qu'on adore la Thaïlande quand c'est le premier pays d'Asie qu'on visite, mais une fois qu'on a goûté au coin un peu reculé. T'as pas aimé être dans un carrefour, de nouveau dans un carrefour international? Voilà, c'est ça, hein, voilà, Bangkok, c'est un carrefour mondial. Ouais, mais moi je trouve ça excitant justement.
Bangkok, j'avoue que il y a un truc, quoi. j'adore. J'ai passé au moins 2 semaines et demie là-bas, mais alors en dehors de Bangkok, je sais pas, j'ai du mal. Genre tout ce qui est les petites îles, c'est vrai que c'est vraiment pas la même chose, quoi. C'est trop balisé, tu veux dire, il y a voilà, trop de monde. Ouais, totalement, ouais. totalement. Mais Non. bon, mais Bangkok, quelle ville incroyable. Ah, Moi, Bangkok, c'est incroyable. c'est Je de la l'avoue, science-fiction, enfin, c'est. Ah oui, enfin, moi j'ai fait tous les quartiers, vraiment. C'est chaque fois qu'on arrive quelque part, c'est une nouvelle ville qu'on découvre. Et, À la fois, il y a un côté fatigant, épuisant, pollué, etc. Et puis en même temps, je sais pas. c'est comme un film en fait. Ouais, c'est Blade Runner, quoi. On se réveille, on est dans un film, les odeurs, elles parlent d'elles-mêmes. les Enfin, odeurs. c'est. Puis la bouffe dans la rue. Là. Ah oui, totalement. C'est la meilleure. Tu sais pas trop ce que tu manges parfois. Ah non. Tu sais, les faut noodle tenter. soup avec les boules blanches, là. Oui. Je sais pas en quoi elles sont faites, ces boules blanches. Ah, tout le monde se questionne. Là, c'est une grande question, oui. Tout le monde Elles se sont trop blanches, c'est questionne. comme les pâtes, elles sont trop blanches pour être honnête. Tu vois, tu C'est sais vrai qu'à pas. la fin, j'osais même plus les manger. Du coup, je mangeais tout sauf les boules. Mais c'est super bon, mais les soupes sont super. Mais c'est vrai que bon. Donc Bangkok, et alors après, t'es allé où? Je vois, il y a Vietnam, C'était- Laos, ouais, Cambodge. c'était T'as fait toute Laos, une petite tournée Cambodge. là-bas? Oui, en fait, j'ai rencontré justement 2 personnes au Laos et c'était tellement incroyable qu'on a continué au Cambodge pour refaire la Thaïlande pour les nouvelles Nouvelles années. années, Et au ouais. final, on a tellement enchaîné les nouvelles années parce que chaque pays où j'allais, il y en avait un. Ah ouais? Ah, c'était pendant le Nouvel An? Oui, j'avais fait le premier nouvel an, c'était en Malaisie, le deuxième en Thaïlande, le troisième au Myanmar, le quatrième au Népal. Donc à chaque fois que j'arrivais dans un pays, 2 jours plus tard, il y avait le nouvel an à fêter. Donc Est-ce que tu as eu le sentiment en voyageant là-bas, donc en Asie du Sud-Est, que cette région était en train de vivre une expansion et une croissance économique assez étonnante? Est-ce qu'on le ressent, ça? Alors ça dépend totalement des pays. Enfin, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus développés que d'autres. Enfin, par exemple, si on arrive au Myanmar, on a l'impression vraiment d'arriver dans un film où ils viennent de découvrir vraiment ce que c'est. Je pourrais limite dire oui, des touristes. Enfin, on reste des touristes qui. Ça vient de s'ouvrir, enfin il y a 4-5 ans, c'est assez récent vrai que l'ouverture. Quand ils nous voient, c'est juste. À un moment donné, je me suis endormie dans un bus, je me suis réveillée, j'avais la bouche ouverte et là, il y avait une dame juste avec son portable devant moi, en train de prendre des selfies avec moi. Alors, c'est vraiment en mode, ils n'ont jamais vu de voyageurs de temps en temps. Cambodge, Laos, non? T'as pas senti une énergie là-bas? Cambodge, oui, quand même. Cambodge, ouais. Cambodge sur les îles. C'est vrai qu'au début, j'avais fait Koh Rang normal et après, je suis allée à Koh Rang Samloem. C'est vrai qu'il y avait déjà une énorme différence alors que pourtant, il y avait une demi-heure de bateau qui les séparait, quoi. Et il paraît que le Laos, c'est le tranquille du coin. Ah, c'est génial. C'est- C'est génial parce que les gens, justement, pareil, vont toujours juste à certains endroits, comme la boucle de Paxé qui reste une boucle en moto, alors qu'il y en a une deuxième que très peu de personnes, enfin beaucoup moins de personnes font, qui, quand on arrive, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, quoi. Oui, puis ils sont tranquilles. Je sais pas si tu connais l'adage. Attends, j'essaie de m'en souvenir. Dans la région, on dit alors attends. C'est les Thaïlandais plantent le riz, les Cambodgiens cultivent le riz, les Vietnamiens. Non, les Vietnamiens plantent le riz, les Cambodgiens cultivent le riz, les Thaïlandais vendent le riz et les Laotiens écoutent le riz pousser. Ah. C'est le pays tranquille, quoi. Oui, je dois dire que c'est vraiment au Vietnam que je l'ai trouvé très très tranquille. Dès que je Ah voulais ouais, acheter Vietnam. même une bouteille d'eau, il fallait que je les réveille dans leur hamac. Au Vietnam, t'as eu Oui. ça? Ah, moi pas. Oui. Non, moi le Vietnam, j'ai senti actif quand même. Non, bon, bah voilà. Mais c'est- Alors attends, on est au téléphone avec Julien. Bonjour Julien, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Ça va Julien? On s'est raté la dernière fois. Oui, on est en plein dans la préparation du festival, donc c'est un peu compliqué de savoir, mais... Bon, là c'est bon. Alors c'est le festival du Rock Castel au Cellar. Il faut m'expliquer tout ça. C'est où le Cellar? Comment on dit? Alors le Kailar. Kailar, Alors on peut le prononcer le Kailar ou le Kaila. Ça s'écrit C-A-Y-L-A-R, je dis pour les auditeurs, voilà, comme ça vous savez. Tout à fait. Ça se situe sur le plateau du Larzac, donc entre Millau et Montpellier. Ah oui, je vois tout à fait, quand on prend la route, là, il y a un moment... Voilà, et donc bordé de l'A75, oui. où on roule vite. Mais, en fait, inspiré par finalement des voyageurs qui fréquentent notre village, parce que finalement c'est le moyen le plus simple, qu'on soit à vélo, à cheval ou à pied, de traverser le Massif central. Et donc régulièrement on observait ces voyageurs traverser notre village, s'arrêter au bistrot, discuter avec les Kailarins. Et petit à petit nous est venue l'idée finalement de faire un festival en leur honneur,
qui aurait comme thématique l'éloge du voyage lent, l'éloge de la lenteur. Et du coup, c'est un festival on va dire, en deux parties, en deux thématiques. Une thématique liée autour du voyage, donc avec différentes conférences, et un festival plutôt dit de village, avec plein d'ateliers autour de la nature, autour de l'écriture, autour aussi de carnets de voyage, et avec de la programmation artistique en journée et tous les soirs. Ça a l'air tranquille votre histoire. Je reviens sur le Keilar, hein, c'est ça, je le prononce bien là. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Enfin, je veux dire, on vit de quoi? Vous faites quoi toute l'année quand vous faites pas un festival de voyage? C'est le bon Parisien qui se dit mais non, parce que moi je suis comme tous ceux que tu vois passer sur l'autoroute, je passe tout ça là. Comment ça s'appelle le bled où il y a une sortie au milieu, la cavalerie. Il y a la cavalerie. La cavalerie. Après, moi, j'ai une copine qui habite au Vigan. Alors souvent, je vais au Vigan et je passe par là. Et puis je prends à gauche, je vais au Vigan. Là, c'est pas très loin. Et la prochaine fois, tu t'arrêteras un peu avant. Ah, c'est sur la route du Vigan? C'est sur la route du Vigan? Ouais, c'est sur la route. Ah, bah, je suis passé alors. En fait. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on vit tout d'abord, le Larzac, c'est connu pour son agriculture, pour ses élevages de brebis qui en font une renommée internationale avec le Roquefort. Ensuite, on vit aussi finalement du tourisme, puisque on est un village qui se visite, un lieu qui se visite, parce que pour ses attraits touristiques, grande nature, etc. Et puis après, comme dans tous les petits villages de France, il y a des commerces, on se débrouille, on travaille un peu loin, on n'a pas de RER ou de métro. Et vous êtes c'est vrai que vous êtes sauvé, vous n'avez pas de RER. On est sauvé en partie. Ouais. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais toute l'année là-bas au Keilar? Alors moi, je suis impliqué de manière générale dans différentes associations au niveau du Keilar. Je suis aussi élu de la commune parce que souvent on a plusieurs casquettes. Et après, moi je travaille à l'INRA en tant que technicien de la recherche. Or donc, le festival, comment il s'appelle? L'éco-festival du Rock-Castel. Alors, pourquoi le Rock-Castel déjà? Ah oui, tiens, bonne question. C'est quoi ça, le Rock-Castel? Qu'est-ce que ça vient faire l'Est? Alors, le Rock-Castel, en fait, c'est le promontoire qui surplombe le village, qui est un ancien rocher fortifié, Rock-Castel en occitan. D'accord. Et c'est quand, le festival? Alors, c'est quand? C'est tout bientôt, c'est du 25 au 30 juillet. Ah oui, ça arrive. Donc, c'est un festival, ça arrive, et c'est un festival qui prend son temps, puisque on n'est pas sûr de démarrer. On s'arrête le 25 pendant 5 jours. Ou le 26, ou le 27. Mais t'as bien prévenu tout le monde bien en avance, parce que s'ils arrivent lentement, tous... Oui, normalement, on voit arriver les premiers voyageurs. Là, aujourd'hui, on a quelques voyageurs qui arrivent, et là, pendant toute la semaine, on va avoir nos voyageurs, souvent des habitués qui sont venus au départ en tant que festivaliers ou conférenciers et qui deviennent bénévoles parce que il y a une ambiance particulière dans ce festival. C'est un festival de voyage pas comme un autre, puisqu'en fait tout est très familial. Tout le monde se connaît au fur et à mesure du temps, où on apprend à se connaître, on apprend à discuter, et tout ça vraiment à l'échelle humaine. Stéphane, qui est là au bout de la table avec moi, qui est un grand maître du voyage lent, puisqu'il a passé 2 ans avec un âne, donc forcément il ne s'est pas pressé, sera là. Tu vas intervenir là-bas, Stéphane? Ouais, je fais un petit diaporama pendant 1 heure et je présente un petit film aussi. T'as vu, même quand il parle, il va lentement. Encore, t'aurais vu. Ça, le vendredi 6 juillet à 15h30, on est d'accord, Stéphane? Je crois que c'est ça. T'aurais vu, le mouvement de la tête pour aller au micro, ça a mis 2 secondes. Ouais. Alors l'histoire, c'est que l'année dernière, quand j'étais en voyage, je voulais venir et j'étais en Vendée. Ah, c'est trop loin. J'étais trop loin. Ah ouais, vous habitez sur une autre planète que nous, en fait, vous. Là. Mais vous avez raison. Qu'est-ce qui t'attire, Julien, dans cet éloge de la lenteur? C'est quoi? C'est en réaction à notre monde qui va tellement vite qu'on fait n'importe quoi?
Eh ben, c'est un peu un pied de nez, Ouais. comme je te le disais tout à l'heure, au fait qu'on soit à côté d'une autoroute où on roule à 130 km/h et on On voit prend pas le rien. temps de s'arrêter. Déjà, parce qu'il faut savoir que le Larzac, c'est un peu une terre de contestation. Donc, Ben oui, bien sûr. on a la contestation facile. Mais Et jusqu'au ensuite, Vigan, hein, jusqu'au Vigan, au Vigan, c'est tout encore quand à même fait, bourré tout de à vieux fait. anards qui ont toujours le poing en main. Je crois que c'est une dernière. J'en connais quelques-uns, en Oui, effet. moi aussi, ouais. Et bon, ils ont la descente facile et le poing bien levé. Non, mais ils sont encore là. C'est vrai que les Cévennes ont toujours été une terre de contestation. C'est là qu'ils allaient se planquer, là, tous les. Euh, Ouais. les Cévennes et le Larzac, ouais, Et le de Larzac, manière ouais. générale. Donc Ouais. c'est là, ouais. Donc vous C'est- êtes là, c'est là le nid des contestataires. Non mais du coup, pour Voilà, en revenir au festival, il y a cette démarche un peu contestataire entre guillemets. On n'est pas en train de faire de la politique, tout, tout, mais d'aller tout à à fait, oui. contre-courant du monde tel qu'il va, quoi, quelque part. Tout à fait. Et puis, finalement, moi, c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, et pas mal de finalement d'organisateurs, on n'a pas le temps de voyager. Et finalement, faire un festival où les gens vous racontent le voyage chez vous, c'est peinard parce qu'on n'a pas besoin de faire des efforts. Tout nous est raconté chez nous. Donc, Vous êtes trop ça fort. aussi, c'est une bonne motivation. Vous êtes trop fort. Prochaine fois que je vais au Vigan, je m'arrête chez vous, je viens vous voir. Avec Magnifique. plaisir. Bon, alors rendez-vous tout le monde au festival du Rock Castel au Kellar. Vous demandez Julien de notre part et vous serez reçu. Mais prenez votre temps parce que tout va lentement et c'est le principe du jeu. Et la radio sera là aussi. Exactement. Et Allô la planète sera là. Ah, bah, bravo, Oui, on mais avait t'es parlé sur, avec Hubert pour. t'es sur tous les bons plans, toi, C'est ça, Stéphane. c'est ça. Eh oui. Bah, faut que tu partes maintenant alors pour arriver. Et ouais, j'ai mon train là qui m'attend. Après l'émission. Bon, à Bon, bientôt, bravo. Stéphane. Et Bah, voilà. À bientôt, Julien. Bon festival, bravo. Et merci d'accueillir Allez. Allô la planète. C'est bien sympa. Merci. Et ben, allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye. C'est bien hein, de prendre son temps comme ça. Un an, t'as pas eu l'impression, Marcia, d'aller vite Ah, par beaucoup moment trop, beaucoup ça, trop. T'as vu, ça passe comme ça, quoi. Ah, c'était beaucoup trop rapide. Avant de partir, tu te dis un an là, avec la famille, les amis, dis, c'est c'est des adieux énorme, oui. déchirants. On se va plus se revoir. Et puis tu reviens un an plus tard, tu dis bah, c'est fini. Mais oui, t'as juste une envie, c'est de repartir. Après, c'est vrai qu'au bout de 3 mois, au bout d'un moment, tu te dis, ah, c'est quand même assez long. Et en fait, une fois, je trouve que la petite période des 3 mois passés, Ouais. et bah, ça dure 2 jours et après, ça repart hyper vite. Est-ce que tu as eu par moment le sentiment quand même de réussir à prendre ton temps dans certains endroits où tu te Oui, serais arrêté oui, un peu oui. plus longtemps ouais. Ah, je me serais bien arrêtée encore plus longtemps à certains endroits, mais moi, c'est vrai que c'est au Népal que je pensais vraiment avoir pris tellement mon temps. Ah ouais J'avais Au mon Népal avion qui était dans un mois et demi. Au final, j'ai fait 2 treks alors que je voulais en faire qu'un. Enfin, c'était vraiment tout était long là-bas. On voulait prendre un bus. Le trajet, c'était 8 heures. Au final, c'était 24 heures. Enfin, c'est bon là-bas, on a le temps quoi. Népal, Inde. Tiens, si tu veux, j'ai une bonne histoire à propos des voyages qui traînent en Inde. Je suis à Bénarès, encore Bénarès, et je dois prendre un train, je sais pas, le soir vers 20h, un truc comme ça, un train de nuit qui retournait à Bombay ou à Delhi. Et le train a du retard. Bon, t'es en Inde, donc tu te mets dans la tête 2-3 heures de retard, normal, le tarif normal. Et là, ça traîne. La gare se vide, il reste plus que 50-60 voyageurs sur le quai, des Indiens pour la plupart, qui attendent. Et puis on arrive à minuit, il n'y a toujours pas de train. Bon, ça commence à gueuler un peu. Et là, on voit arriver un type avec un gars de la Société des chemins de fer indiens qui arrive avec sa casquette et tout, et une petite caisse en bois, je me souviens, il se met sur sa caisse en bois, et il arrive et il dit aux gens cette phrase que je n'oublierai jamais de ma vie. Il appelle tout le monde, comment tout le monde est autour, il fait « We lose the train !» Et là, tu dis, mais il n'y a que dans ce pays qu'on peut sortir une phrase pareille. On a perdu le train. Comment vous pouvez perdre en train, quoi? Incredible India. On était dedans à fond. Je me dis, mais ces gens sont fous. Et alors, il dit, bon, alors, on va fabriquer un train avec les wagons qui sont là. Et donc, dans 1 heure, il y a un train qui va partir avec les wagons qui sont là, fabriquer un train. Et là, il y a une ruée de tout le monde vers ces wagons, parce que le truc dans ces voyages-là, c'est quand même d'avoir une place assise. Oui. Parce que justement, comme Il y tu a dis, jamais c'est assez prévu de pour places 8 heures et puis ça en dure 24. Donc, quand tu chopes ton petit endroit de survie, bah, tu te bats. Hein. Oui. La première fois dans ces bleds-là, t'es poli, t'es l'occidental de base, t'es poli, tu vois une dame arriver avec ses sacs, bon, tu te lèves, tu lui laisses sa place. La deuxième fois, c'est la guerre. Surtout quand tu sais que tu vas dans un bus qui a 30 places alors qu'au final vous êtes 50 à l'intérieur. Enfin, T'as pas trop souffert d'ailleurs justement de ces déplacements-là, ces bus, ah ces non, trains, non? moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'aime plus les trajets de bus qui durent en dessous de 6 heures parce que j'ai pas assez de temps de faire tout ce que j'ai envie de faire.
Faut au minimum que ça soit 6 heures, sinon je suis pas contente. C'est chouette hein, finalement de reprendre son temps quand tu vois les. Bon, moi, on va pas lutter contre le modernisme, le progrès, tout ça. Ce serait un peu idiot. Les TGV, c'est très bien, c'est très chouette, mais c'est plus pareil, quoi. C'est chouette de prendre son temps parce que c'est bête, mais c'est à ce moment-là vraiment qu'on on est obligé en fait de ne rien faire et. Oui, et puis on est avec les autres pour de vrai. Quand tu es dans un train, Totalement. dans ces coins-là, bah, voilà, tu es coincé avec tout le monde et tu vis avec tout le monde. Parce que souvent les gens ils essayent de trouver des choses sur le portable et au final bah, ils ont fait le tour et après ils savent plus quoi faire. Bah, dans le bus c'est encore mieux parce qu'il y a tellement de temps. Alors là, il y a débat. Moi, les bus, j'en peux plus. À un moment dans ma vie, j'ai dit j'arrête les bus. J'ai fait trop de trucs trop longs. Non, mais en Inde, franchement, t'as des voyages en bus. Au Mexique, bah, t'es allé au Mexique? Oui. Bah, au Mexique, les voyages en bus au Mexique, j'en pouvais plus, moi. Ah, j'ai trouvé moins court qu'en Asie, j'avoue, parce qu'il y avait beaucoup plus de place et c'était beaucoup plus moderne. J'étais de Mexico à Guadalajara, je crois. Mais j'en pouvais plus. Tu pars à 8h du soir, t'arrives à 10h du mat le lendemain. Mais là, tu parles de tous les ralentisseurs qu'il y a tous les 50 mètres. Je sais plus pourquoi, mais je sais que je suis sorti de là. Là, ça a été un de mes derniers voyages en bus. Je me suis dit, non, mais j'en peux plus, quoi. C'est trop long, le bus. Le train, j'aime bien. Tu peux te balader de wagon en wagon, tu sors, tu vois, il y a des. C'est vrai. Le bus, c'est dur quand même. Bon, bref, après on en était où? On était Cambodge, Laos, Vietnam, tout ça. Et après, t'es allé où? Ah, bah, c'était le Népal. Hein. C'était la longue période avant de passer en Amérique centrale. T'as aimé le Népal, ouais. J'ai détesté et à force d'avoir détesté, bah, aujourd'hui j'adore tellement Pourquoi que j'ai t'as envie de détesté? retourner. Quand t'étais sur place, t'étais pas à l'aise? T'étais pas non, bien? j'avoue que j'ai risqué ma vie 3 fois. Alors aujourd'hui, pourquoi? c'est vrai que ça met tellement d'adrénaline qu'on a vraiment, je comptais vraiment les jours avant de repartir. Alors qu'aujourd'hui, bah, la seule chose que je recherche, c'est vraiment d'y retourner en fait. Et quand tu dis que t'as risqué ta vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, on avait pris déjà j'arrive, l'avion le jour d'après de la même compagnie à la même heure s'est crashé. Juste après, j'avais pris un bus et en fait le bus juste avant nous, qui est vraiment parti 1 heure avant nous, il s'est crashé aussi. Il est tombé de la vallée, donc à un mort. Donc en fait, quand nous on est passé, on a dû attendre 3 heures, on comprenait pas pourquoi. Et au fait, après on a compris parce qu'on est passé en bus et là tu voyais tous les corps qui étaient en train d'être incinérés en fait, comme ils font à l'époque. Je veux dire sur place et à la fin, je me suis dit pour éviter maintenant les bus parce que c'est vrai après j'ai eu tellement peur. Que je me suis dit, je vais prendre le rafting. Parce que tu peux faire une partie de rafting entre Katmandou et Pokhara. Sauf qu'en fait, j'aurais jamais dû faire ça parce que juste le rafting, il a plu juste des corps pendant 3 heures avant de prendre le bateau. Une fois arrivé, le bateau s'est juste retourné, le Zodiac, et j'étais juste stockée en dessous. Et le temps de sortir, Panique, quoi. Ah, mais j'ai vu ma vie défiler totalement. Nous, on nous a bien dit, vous inquiétez pas, ça se retourne pas, tout va bien et tout. Sauf qu'en fait, tout le monde est à l'extérieur, sauf moi, j'étais coincée. Mais bon, au final, une fois sortie, c'est vrai que. Mais c'est ouais, bon, donc faut y retourner. Oui, mais du coup, c'était tellement de l'adrénaline. C'est vrai que j'étais dans la jungle, je me suis fait courser par des rhinocéros, par un bison. Non, c'était vraiment chouette. Tu t'es fait courser par un rhinocéros au Népal? Ah bah oui, parce qu'il y a un jeep qui est arrivé, parce que évidemment, j'avais décidé de le faire à la backpackeuse en mode. Moi, je suis seul. Non, pas seul. J'étais quand même avec 2 guides derrière moi, même 3. Sauf que eux, c'était les 3 meilleurs potes du petit village et ils se croyaient comme dans un jeu, donc dans un jeu vidéo, ils commençaient à suivre les traces et tout. Ouais. Et au final, ça y est, on voit le rhinocéros, on marche derrière lui et tout. Sauf qu'en fait, là, c'est le gros, comment ça s'appelle, le jeep qui est arrivé avec ses touristes. Et là, tac, il a fait peur au rhino. Le seul moyen pour sortir, pour pas être face à face à ce jeep, c'était d'écraser les gens qui étaient derrière lui de l'autre côté. Et du coup, il a commencavec à courir, mais non, c'était drôle. Elle est marrante, parce que t'as pris des photos, elle est là, elle est toute mignonne, toute frêle, toute mince, avec ses cheveux qui tombent sur les... Alors donc, je me suis fait courser par un rhinocéros, les gars. Ah là là, Clotaire est avec nous. Clotaire, bonjour. Salut. Salut Clotaire. Est-ce que tu t'es fait courser par un rhinocéros, Clotaire? Ce serait possible, lui. Ce serait possible. Rhino, non, pas coursé. Ah si, putain, on n'est pas aussi en fait d'ailleurs. Aïe, on t'entend mal, on comprend rien. Il faut que tu parles peut-être. Comment on va faire? Parle un peu plus loin du téléphone pour voir. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, mais on a du mal à comprendre. C'est un peu assuré, donc on va parler doucement. Tu es où, Clotaire? Je suis au Zimbabwe. J'adore. T'es où au Zimbabwe? Je viens de passer la frontière. Là, je viens d'arriver à Victoria Falls. Wow. Et
Je viens de passer la frontière entre Zambie et Zimbabwe là. T'es comment? T'es en bus, à vélo, en train, à pied? T'es comment? À vélo. À vélo? À vélo. Ah ouais. Ouais. Tu vas te faire attaquer par des singes, toi, pas par des hélicoptères, c'est les singes là-bas. Eh ouais, baboun. On s'est fait charger par un éléphant aussi ce midi. C'est bien l'éléphant. Et sinon, les singes sont plutôt habitués, donc il n'y a pas trop de soucis. Bah si, il y a toujours des panneaux, c'est au Zimbabwe, il y a toujours des panneaux, je me rappelle, baboons are dangerous, tu sais, on te prévient parce que c'est Ouais, ils sont un peu agressifs, mais... le babouin de base, c'est pas un petit copain, hein. Quand tu le vois avec ses dents, ses muscles et tout, moi je déconne pas, hein. Est-ce que t'as vu les... non, c'est clair. Puisqu'on est dans l'animalerie, est-ce que t'as vu les singes aux couilles bleues? Oui, tiens, pas ici, j'en ai vu en Inde il y a quelques années, mais là en Afrique, j'en ai vu. Au Zimbabwe, tu vas les voir. Au Kenya, je crois. Au Zimbabwe, tu vas les voir. Cool. Ils attaquent. T'es à Vic Falls. Il y a un camp. Oh la vache. Il y a un camp après les Vic Falls, un peu pourri, où tu peux louer des petites huttes pour dormir. Ok. Et au lever du soleil et au coucher du soleil, je me rappelle l'attaque des singes aux couilles bleues. Mais c'est génial. Mais t'en as, je sais pas, 100, 200, 300 qui arrivent. Ils rasent le truc. Si tu laisses traîner le moindre truc, tu sais, une bouteille de jus d'orange, des cornflakes, parce que t'as tout ton petit machin, que tu te fais ta bouffe dans ta case. Ils te tracent, ils piquent tout. C'est des gremlins. Ils ont peur. Ah, tu vas voir, les singes aux couilles bleues, l'attaque des singes aux couilles bleues du camp Vic Falls. Vas-y, ça c'est. Parce que moi, en plus, une fois, ils étaient là et ils sont pas si grands que ça, tu vois. C'est des plus petits que les babouins. Ils sont petits comme ça. Et il y en avait un dans une branche au-dessus de moi. Et je sais pas, bon, j'en avais marre de respecter tout. Donc je secoue la branche pour faire tomber le singe, pour voir ce qui se passe. Le singe tombe effectivement. Et mais il a pas peur. Le truc, il fait 20 pas sur le chemin, il se retourne, il se met face à moi comme ça, et puis tu sais, avec les bras écartés, et puis avec ses couilles bleues. Et ce qui est ridicule, c'est qu'il t'arrive aux genoux, les trucs. Mais tu les as à zéro, quoi. T'es pas fier du tout. Tu dis, bon, c'est bon, je bougerai plus les arbres. Et ils sont généralement pas tout seuls en plus. Bah non, c'est les gremlins, ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Pourquoi t'es là-bas, Clotaire? Moi, je roule, là, je suis parti de France à vélo il y a presque 15 mois. Ah ouais. Et je roule jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, avant de finalement rouler ailleurs, parce que à la base, j'avais décidé de rouler, l'idée c'était de traverser l'Europe puis l'Afrique. Et puis finalement, en fait, ça va probablement, même plus que probablement, s'étendre sur d'autres continents, parce que je me sens plutôt heureux à vélo et que voilà. 15 mois sur la... Mais t'es passé par où? T'es passé par où là? T'as dû croiser des coins pas très safe? Ça va. Du coup, je suis passé en Europe, j'ai un peu zigzagué. C'est un petit peu, enfin, le parcours est un peu illogique. Pour rattraper la Turquie, puis l'Iran, puis les Émirats, Oman, et de là j'ai volé jusqu'en Égypte, et d'Égypte du coup jusqu'aux Zimbabwe là. Et oui, en Afrique, oui. L'Égypte, peut-être un peu. On a eu une escorte policière 24 heures sur 24, très longtemps. C'est pas rigolo, ça. Non, c'est pas marrant. Beaucoup de pression. Non, c'était pas très agréable. Et puis l'Éthiopie, qui est peut-être, je pense, le endroit dans lequel tu peux aller en Afrique à l'heure actuelle, hors zone de conflit. On est en train de te... reparle. Tout à l'heure, t'étais mieux. Je sais pas comment tu tenais ton téléphone, mais c'était mieux. Remets-toi dans le bon sens. C'est bon. Ouais. Et qu'est-ce qui te prend? Enfin, qu'est-ce qui se passe? T'as une cagnotte? T'as travaillé avant? Ou tu travailles en cours de route? Comment tu fais? Ouais, alors j'ai travaillé avant. Moi, j'étais infirmier en France. Donc, je bosse, je rentre bosser en France de temps à autre pour gagner suffisamment d'argent pour repartir. Ouais. Et puis, sinon, là, il faut quand même avouer qu'il y a aussi quelques personnes derrière moi qui m'aident. Et finalement, j'arrive à peu près à couvrir mes dépenses en écrivant et en partageant des photos et en étant actif sur Internet. Mais t'as pas de but alors? Tu sais pas si ça va durer encore 20 ans ou 6 mois? Tu sais pas? Non, j'ai pas de but et je me suis rendu compte que l'idée même me dérangeait en fait, parce que ici les gens ont vite tendance à demander pourquoi tu fais ça et je sais pas trop répondre en fait. J'ai l'impression que les gens ont besoin de justification, tu sais, de savoir
ce que tu fais au milieu de nulle part avec un vélo chargé. Et non, j'ai pas de destination finale. Je pense que la destination finale, ce sera de rentrer en France un jour. Et, Une fois que tu es au Cap, et tu peux remonter si tu veux par la côte. ouais, j'ai pas envie pour te être tout à fait honnête. Non, j'ai pas très envie, pas tout de suite. Je pense que j'ai besoin de me faire une pause avec l'Afrique. On va le perdre, lui. Ouais, je vais le retrouver. Et Clotaire, le son est pas très très bon. En tout cas, merci beaucoup. On te rappelle très vite. On se recontacte une autre fois. Quand tu seras en Afrique du Sud, là, t'es plus très loin maintenant. Là, le téléphone sera mieux. Ok. Un peu mieux. Ça marche. Ciao. Bonne route à toi, Clotaire. Merci. Ça te donne envie, ça, Marcia? Ah, totalement. En plus, j'ai un ami là qui va le faire, donc. Non, mais je veux dire de partir finalement sans but ni date de retour. Ah bah carrément. Ouais, c'est vrai. T'aimerais faire ça? Je trouve que c'est le mieux à faire de partir sans savoir quand est-ce qu'on revient. C'est le mieux à faire, on se sent beaucoup plus libre. Parce que justement, si on voyage, c'est pour un peu chercher cette liberté qu'on ne trouve pas. C'est ça que tu cherches, ici. c'est ça qu'on cherche tous finalement sur la route, c'est la liberté. J'ai l'impression que tout le monde cherche à peu près la même chose, sauf que peut-être on n'a pas tous la même perception de. Mais c'est la liberté, c'est c'est casser un peu les carcans, puis avoir de rendez-vous, puis avoir d'obligations. Oui, voilà. Il fait froid, je vais au sud, il fait chaud, je vais au nord. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on dit que voyager seul, c'est quand même la meilleure chose à au moins expérimenter une fois tout seul, parce que justement, on n'a aucune obligation envers personne. Alors, on t'a quitté, on était en Asie. Comment ça s'est passé? Alors, t'as pris un avion direct à un moment, une fois que t'as fait ta boucle, enfin que tu t'es bien promené en Asie du Sud-Est. Promener, et en fait je voulais aller au Canada parce que c'est vrai que mon frère il habite là-bas maintenant, il a eu sa petite et que j'avais jamais vu. Du coup on profite, je suis en Thaïlande, je vais aller au Canada. C'est une espèce de logique là-dedans. Je suis allée au Canada. T'as pris un avion Bangkok Canada? Ça existe? Non, j'ai fait Népal, Paris, Islande, Canada. J'ai fait le moins cher quoi. Ah, c'est le moins cher de faire. Ah bah oui, ça valait peut-être 1/5 du prix d'un vol direct ou semi-direct. Donc non, j'ai passé 20 heures en Islande, je pensais dormir à l'aéroport. Évidemment, on n'a pas le droit là-bas, c'est ce que je ne savais pas. Du coup, t'as pas le droit de glander dans un fauteuil toute la nuit, il ferme. Et il ferme l'aéroport. Il ferme pas, mais il te réveille dès que tu fermes les yeux, donc il tapote. Donc je me suis fait des potes qui m'ont ramené en pleine ville. Mais c'est vrai, ils viennent, ils te réveillent. Ah oui. Ils veulent pas que les gens, ils veulent pas de backpackers qui pioncent dans l'aéroport. Non. C'est interdit, c'est même écrit. Ils ont même un signe qui est bien écrit sur l'aéroport. Ne dormez pas ici, quoi. Bon vous le saurez en Islande. C'est quoi la capitale de Reykjavik? Non, pas Reykjavik. Oui, Reykjavik, ouais. On connaît tous ce nom à cause du volcan. Donc on dort pas dans l'aéroport. Bon, c'est bizarre cette loi. Donc du coup, t'as fait quoi? J'ai papoté avec mon voisin d'avion qui m'a gentiment amené en pleine ville où. Vous êtes baladés, quoi. On se baladait. En plus là-bas tout est cher. Donc moi à l'époque j'avais vraiment. J'avais pas prévu d'y aller, quoi. Donc, en fait, j'ai fini chez un Domino's où je me suis pris une pizza qui m'a duré pour les 20 heures et après, j'ai repris le vol. C'est terrible, ça, ce que tu viens de raconter. Moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois dans différents bleds. Tu te retrouves, t'as pas vraiment d'argent, tu sais pas trop où manger et tu te retrouves à aller chez Domino Pizza ou McDonald's. Ça arrive une fois. Et c'est énervant. Ouais, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu dis, mais j'ai quand même fait les 3/4 de la planète pour aller bouffer un Big Mac, c'est un peu con. Mais bon, ça arrive. Voilà, surtout qu'on a les sous, mais j'avoue qu'on est un peu trop radin pour les mettre, dans quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, quoi. Et donc, t'es arrivé au Canada quand même? Au Canada, oui. Et alors de là? Je suis restée 3 semaines et demie, mais pour le coup, j'avoue que j'avais pas fait grand-chose. C'était vraiment apprendre la vie canadienne un peu avec mon frère, voir sa copine, la petite, Et après, je suis allée au Mexique. Voilà. Et alors, le Mexique, comment tu t'es sentie là-bas? C'était assez dingue parce que du coup, c'était reprendre le goût du voyage, mais dans un total autre pays, parce que moi, j'avoue que je suis une totale amoureuse de l'Asie. Et voilà, ça fait bizarre, hein, ouais. Moi, je suis comme toi, je suis attiré instinctivement, et je ne sais absolument pourquoi, par l'Orient. Oui. Et quand il fallait. T'as pas remarqué sur la route, tu croises pas des gens, c'est comme s'il y avait deux bandes. Oui. Il y a des gens qui disent non mais il faut aller, instinctivement ils vont vers l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada, ils vont par là-bas, c'est là-bas, et puis t'as les autres qui disent mais non c'est l'Asie, et chacun est toujours en train de dire non mais en Inde mais tu vas te faire bouffer, on va te piquer ton rein, tu vas te faire attaquer, et toi tu te dis mais non je viens d'Inde, en revanche toi ton Brésil de fou là, ils vont tous m'attaquer, ils vont tous me manger. On a des a priori comme ça, c'est assez marrant. Hein. C'est exactement ça. Et tu t'es quand même senti à l'aise au Mexique ou pas? En fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'arrivé au Mexique, j'ai une amie qui m'appelle, que j'ai rencontrée au Laos. Elle m'a dit Marcia, tu fais quoi demain? Je fais je suis au Mexique. Elle me fait OK, j'arrive. Je prends un avion, j'arrive. Et du coup, elle m'a rejoint et du coup, on a fait Mexique, Guatemala ensemble. Donc au final, j'étais pas forcément vraiment toute seule. Elle était là. Au final, elle est arrivée genre 2 ou 3 semaines plus tard parce qu'il y avait des petits
des trucs à régler quand même. Et une fois qu'elle était là, moi je m'attendais toujours pas qu'elle venait vraiment. Et là elle est arrivée, c'était la cerise sur le gâteau. Et là on est parti, mais totalement, je veux dire, en live. Et en dehors de ça, le voyage en général dans cette région du monde par rapport à l'Asie, tu as senti de grosses différences, j'imagine, c'est oui. pas pareil. Beaucoup d'avocats. Ah oui, j'allais dire pourquoi elle a eu besoin d'un avocat. Non, beaucoup d'avocats à manger. Oui, non, la différence culturelle des gens, de comment Plus les gens speed y aussi, vivent hein, et plus... tout, Ah oui, un quand peu même, plus, oui. pas agressif, mais Ils parlent les totalement rapports sont plus différents. durs. Oui, ça c'est sûr, ça Ouais. c'est sûr. On a l'impression de temps en temps qu'ils t'agressent, alors que non, ils sont juste gentils. Ils te proposent gentiment quelque chose, et en fait, toi, tu te sens forcément agressé, alors que c'est pas ça. C'est vrai qu'au début, quand on arrive d'Asie, qu'on arrive là-bas, on se dit bon, faut qu'ils se calment. Et en fait, en espace de... C'est plus speed. Oui, voilà. En espace de quelques jours, je trouve que ça passe, et après, on s'habitue. Est-ce que tu as ressenti le fait, parce qu'aujourd'hui le Mexique, on peut le dire, c'est pas un secret, c'est un narco-État. Il y a énormément de coins où faut pas aller, je sais pas trop. Est-ce que tu as ressenti ça, ce côté qu'il fallait pas aller à certains endroits? Ouais, ou d'un pays qui est dans un univers compliqué, difficile. Justement, où est-ce qu'on peut se balader sans trop j'avoue que moi j'étais encore un peu paralysée par le Népal, donc évidemment moi j'étais encore dans la phase où j'ai un peu peur de tout. Donc je pense pas que je peux forcément juger là-dessus, mais c'est vrai que moi c'était vraiment les mafieux qui me faisaient peur jusqu'au jour où j'en ai croisé, quoi. Mais après c'est vrai que mais c'est quand même fou ce pays, ils tiennent le pays, quoi, aujourd'hui, tu vois, ils tiennent totalement. le pays et bon, c'est surtout que j'étais arrivée, c'était les élections, quoi. C'était c'était les manifestations partout, le nouveau président qui avait déjà tué je ne sais pas combien de personnes pour se faire élire, c'était, tu te dis, mais ce que je veux dire, c'est que sur la route, quand tu te balades comme ça, finalement, tu le ressens pas forcément. Tu peux voyager, dans les villes, je trouve. Tu peux te balader, tu peux voyager, tu peux. Oui, tu peux totalement voyager sans problème. Après, c'est vrai que moi, j'ai souvent rencontré à chaque fois des petits voyageurs qui me disaient fais attention à ça, fais attention à ça. Et en fait, plus on te dit de faire attention, plus t'as peur. Mais, ouais, bien sûr. Mais bon, si t'arrives à faire abstraction de ça, après, ça va. Faut quand même suivre les conseils. Légèrement. Ça dépend. Bon. Pas tout le temps. Moi, je suis toujours les conseils des gens du coin. Oui, moi, quand il y a il y a un gars du coin qui me dit va pas là-bas, moi j'y vais pas. Même s'il se moque de moi. Parfois, je me dis j'ai dû rater des coups super, mais je me dis bon, lui, s'il me dit de pas y aller, parce que sinon tous ils te disent d'y aller parce qu'ils peuvent gratter un peu de dollars au passage, donc c'est pas grave, on va le perdre dans la rivière, on s'en fout. Mais quand il y en a un qui dit non là. Non, mais c'était exactement ça. Je veux dire, j'avais fait un sommet au Népal à plus de 5000 mètres tout seul sans guide, alors que là, je voulais faire un petit sommet à 400 mètres. On m'a dit surtout n'y va pas. Il vaut mieux. Là, t'es un peu en mode c'est dommage. Il vaut mieux se dire je rate une histoire et pouvoir rentrer pour raconter les autres histoires. Fabien est avec nous. Bonjour Fabien, bienvenue. Oui, bonjour à toute l'équipe. Salut Fabien. On se connaît alors, Fabien? On se connaît, ça fait un petit moment qu'on s'est pas eu, parce que je crois que ça date d'une petite dizaine d'années maintenant. Notre retour d'un grand périple. On s'était eu au téléphone, à la radio. Je suis bien content d'ailleurs de voir que Allô la planète était toujours là. Écoute, oui, on essaye. Oui, ça a duré sur France Inter, sur le Move, sur Radio-Canada, à droite à gauche. Et puis finalement, ça s'est arrêté sur toutes ces antennes. Et on s'est dit, enfin surtout Stéphane, et si on continue à faire vivre la chose sur Internet, on verra bien ce qui se passe. Donc on en est où on verra bien ce qui se passe. Voilà. Bon, ça a l'air de bien se passer jusque-là. Écoute, ça va, on est bien. On est dans mon salon avec des micros et des bières, donc c'est cool. Vous avez... Alors c'était avec Coralie, un voyage jusqu'au Laos en 2 chevaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. On était parti de Montpellier, de France, et on avait pris la direction de l'Asie du Sud-Est. Du Laos, précisément, sans trop savoir par où on allait passer. Mais du coup, on a fait ce voyage-là en 2 chevaux, ouais. Mais pourquoi, la 2 chevaux, pourquoi? Parce que tu peux la réparer facilement en tapant dessus? Alors ouais, c'est déjà ça. Ouais. On n'était pas très fort en mécanique, on n'est pas vraiment devenu non plus, de toute façon. Mais non, il y a aussi le côté sympathique de la voiture, le côté un petit peu connu sous différentes latitudes. Il y a des 2 chevaux un peu partout dans le monde. Et puis, on avait déjà voyagé en Afrique en 2 chevaux avant, et c'était une voiture qui nous avait bien plu. On n'était pas trop isolé du monde, on était un petit peu à l'extérieur quand même. On n'était pas calfeutré dans un habitacle. Dans la 2 chevaux, t'es pas ouvert sur le monde. Dans la 2 chevaux, t'es pas calfeutré, ça c'est sûr. T'es au contact avec le réel. On peut pas. Voilà. Vous êtes passé par où alors? Vous avez traversé quoi? Je sais pas. La Chine. Alors non, on est passé plutôt sur l'itinéraire sud. On est passé par
par la Turquie, donc l'Europe, la Turquie, l'Europe de l'Est, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, et on a rejoint l'Inde, le Népal, le Bangladesh, et on a continué. On a eu un petit problème pour traverser la Birmanie. Bon, évidemment, c'est pas nouveau. On s'y attendait, mais on a réussi à rejoindre la Thaïlande, et puis on a continué jusqu'au Laos avec le Cambodge, le Vietnam, le Laos. Wow. Puis voilà. Et qui est devenu la 2 chevaux? Alors, de chevaux, on l'a gardé un petit peu là parce qu'en fait, on est resté un petit peu au Laos. Donc, on a continué, une fois arrivé, on a continué à se balader dans la région sud-est asiatique. Et puis, bon, elle avait mérité de rentrer en France. On l'a ramené en France par bateau. Wow. Et nous, on a décidé de rester là-bas, finalement, au Laos pendant quelques temps. Ah d'accord. Mais là, vous êtes rentré? Je suis pas rentré. Alors, on est rentré, mais on est arrivé au Laos en 2009. Et on est rentré il y a 3 ans en France. Ah ouais, vous êtes resté un bout de temps au Laos. Place. Alors on en parlait du Laos tout à l'heure avec Marcia. Est-ce que tu confirmes que c'est le pays le plus calme et cool de la région? Ah ben oui, moi je confirme. Ouais, je confirme. Je connais un petit peu les pays autour et le Laos, c'est aussi une des raisons pour laquelle on est resté si longtemps là-bas. Mais c'est vraiment comme ça, c'est zen quoi. Ouais, c'est vraiment un pays tranquille. Alors c'est une autre mentalité, même au niveau régional, c'est clair qu'il y a une mentalité assez particulière. Ouais. Je crois que chaque pays en a une. Le Laos fait partie de ces pays où c'est vrai que rien n'a plus d'importance que le savoir-vivre et voilà le plaisir de la vie, quoi. Hein, c'est clair. Ils sont forts. Et comment vous avez tenu le coup là-bas? Vous avez travaillé au Laos? Ben oui, on est arrivé. Alors on n'avait plus un sou en poche évidemment parce qu'on n'était pas censé partir aussi longtemps. On est parti presque un peu plus d'1 an et demi. Et puis du coup, arrivé sur place, on a tout de suite trouvé du boulot, on a appris la langue et puis on est parti là où on a bien voulu nous envoyer. Attends, faut s'arrêter là. Genre facile. Moi, je suis arrivé au Laos, j'ai appris le laotien, je trouve un boulot. Non, ben justement. Comme ça, vraiment? En fait, Non, l'avantage. vous êtes drogué en fait. Quand on arrive. Pardon? Ouais, en fait, c'est ça. Non, le gros avantage du Laos, c'est de moins en moins vrai, mais c'était quand même encore le cas en 2009 et ça l'est encore aujourd'hui. C'est qu'il y a quand même peu d'étrangers qui s'y installent. Il y avait très peu de monde. Les seuls qui étaient installés à l'époque, c'était des gens qui étaient là depuis très longtemps, qui étaient souvent arrivés par des voyages extraordinaires aussi. Mais c'est un pays qui s'ouvrait à peine. Et du coup, il suffisait de vouloir rester, d'être prêt à partir dans des conditions un petit peu plus inconfortables que la capitale. Et puis, en fait, la langue, c'est pas une langue qui est très très compliquée à apprendre quand même par rapport à d'autres. Et puis une fois qu'on est sur place, on n'a pas le choix. Hein. La langue, on n'a pas vraiment de. Et vous bossiez dans quoi, par curiosité, pour savoir qu'est-ce qu'on trouve? Alors moi, je travaillais personnellement je montais, je gérais des projets agricoles et de nutrition pour des ONG dans l'humanitaire. Et puis j'ai travaillé un petit peu pour des bureaux d'études. Et Coralie, elle a travaillé pendant très longtemps dans des projets de conservation des éléphants. D'accord. Donc voilà. Donc ça a marché, quoi. Ça a marché, on est resté un bon moment, on a eu notre famille s'est agrandie là-bas, et puis à un moment on a décidé de rentrer. Vous avez eu un bébé là-bas? Vous avez fait un bébé là-bas? On a eu notre première fille là-bas, et puis on a eu notre deuxième enfant au retour ici, qui n'a pour l'instant pas connu le Laos, mais ça va vite remédier à ce problème. D'accord. Bon, et alors tu nous appelles aussi pour nous dire qu'il y a un film qui est sorti de tout ça, de toute cette histoire. Voilà, c'est la petite histoire, parce que c'est vrai que même si on a continué à faire vivre ce film au travers un certain nombre de rencontres, des expos photos et puis des échanges, on a fêté les 10 ans donc, de ce départ en faisant un film des images qu'on avait tournées au fil des kilomètres. D'accord. Et c'est un film qui est un peu particulier, parce qu'en fait on n'avait pas du tout prévu de faire un film de ce type-là. Et c'est à force d'avoir des amis qui nous ont suivis, la famille, qui savaient qu'on avait pris une petite caméra numérique à bord, qui nous disaient ok, on a lu vos textes, on a vu que vous avez publié des choses, on a suivi votre blog, on a vu vos photos, mais on peut pas. Vous avez forcément des films à nous montrer. Donc on a dit non, c'est vraiment la qualité n'est pas là. Puis un ami producteur nous a visionné les images, nous a dit il faut absolument faire quelque chose avec ça. Et donc c'est grâce à l'énergie d'un petit groupe de copains professionnels que on a monté ce film-là qui vient de sortir et qui fait revivre une deuxième aventure dans l'aventure. Alors on peut le voir où, ce film? Alors il y a plusieurs dates, il est programmé pour l'instant pour les prochaines dates. Là on le projette pas mal dans des cinémas autour de chez nous. Là on est dans le sud-est.
mais on pourra bientôt le voir en septembre et en novembre dans le festival des Globetrotters d'ABM. D'accord. Donc à Massy, à Paris, et puis à La Ciotat. Et puis il y a d'autres dates qui vont sortir, mais le mieux c'est de regarder le programme sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Vous devriez contacter le Nomade Festival. Tiens, d'ailleurs, faut que je te parle, Stéphane, ils m'ont rappelé déjà. Le Nomade Festival, c'est en juin. Bon, c'est dans un an, mais ils sont très preneurs de ce genre de choses. Je vous le dis. Hein. Ok. Cergy-Pontoise, et c'est Bibi, enfin autrement dit moi, qui anime tout le festival à chaque fois, chaque année. Non, je te dis ça parce que Luc, le patron du festival, il m'a renvoyé un petit mail en me disant c'est bon, on book tout pour l'année prochaine et on fait Allô la planète pendant 2 jours. Voilà, je te le dis, Stéphane. Génial. Donc l'année prochaine, on est pendant 2 jours à Cergy-Pontoise. C'est un beau festival de voyage, très chouette. Ah bah très bien, je connais bien Cergy, j'ai fait mes études. Ça me ferait plaisir. Contacte, je t'enverrai les coordonnées de Luc, il est très preneur de ce genre d'aventure et de films. Ah bah super. Et c'est toujours sympa. Plaisir. Bon bah donc Génial. ok, donc on va sur, il y a un site internet, quelque chose, Stéphane? Oui, il y a noriaproject.com, sinon en tapant Deux Chevaux Laos ou en tapant Coralie et Fabien Deux Chevaux, enfin sur internet en général on tombe sur notre page Facebook ou sur notre site. Ouais. Notre site il est réduit à on a une bande annonce et puis le programme. Voilà, évidemment vous êtes les bienvenus. Nous on fait ça juste pour pouvoir rencontrer des gens, donc c'est cool. C'est l'occasion de discuter de sujets divers et variés autour du voyage, donc n'hésitez pas. Stéphane, c'est ça que tu me disais, tu mets le lien, c'est ça? Oui, je mettrai le lien sur la page. Ah mais c'est parfait, ouais, merci. Très bonne intervention de Stéphane, qui va mettre le lien, qui confirme. Merci Stéphane. Derrière, avec plaisir. Bon bah merci tous les deux, à bientôt, à une prochaine fois. Fabien et Coralie. Et bonne continuation surtout. Merci, on tient le coup. Et si vous avez des sons, des machins, n'hésitez pas à envoyer-les à Stéphane, il les diffusera. C'est le principe. Ah bah ok, on vous enverra. Je le répète, c'est le principe de la web radio Allô la planète. Pour faire les programmes, on a besoin de vous, voilà, parce qu'on peut pas remplir 24/24 juste nous deux. Et l'idée c'est de donner une radio aux gens qui voyagent ou qui voient le monde ou qui s'expatrient ou n'importe quoi et qui ont envie de partager tout ça à travers du son. Vous envoyez les sons à Stéphane et nous on les diffuse sur la radio. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça sera fait, sans problème. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut Fabien. Vous avez bien Salut. tous pigé, donc il nous faut des sons, s'il vous plaît, des émissions, mais même des cours, hein, Stéphane, des trucs de 2-3 minutes, c'est pas grave, ou des monologues de 2 heures, on les passera aussi, n'importe quoi. Ouais. On se débrouille. On se débrouille, voilà. On a besoin de vous pour remplir cette grille des programmes, pour que Allô la planète existe, afin de pouvoir rencontrer des personnes qui pourront, qui n'ont pas de programme mais qui ont des sous. Voilà. C'est ça. C'est un peu l'idée. Marcia, merci d'être venue. Alors la suite, c'est quoi? Alors après tout, t'as envie de partir en Namibie, toi? Ah oui, je pars dans 3 semaines, 2 semaines. Ah, tu pars dans 3 semaines en 2 Namibie, semaines. là? Oui. Combien de temps? Juste 3 semaines et demie. Donc on est au sud-ouest de l'Afrique, du continent africain, au-dessus de l'Afrique du Sud, là. Voilà, c'est très beau. C'est plein de déserts et des animaux. Oui, et voilà. très beau. Après, d'autres projets arrivent très bientôt. Tu vas repartir sur la route, toi. Tu vas pas tenir. Oui. Hein. Non. D'autant que tu as un métier, t'es graphiste, c'est ça? Je suis graphiste en freelance, oui. Donc éventuellement, on peut bosser. T'as même pas besoin de prévenir tes clients que t'es en Thaïlande ou je ne sais où. Ah, quand même, mais bon, Tu leur dis non, tu gardes une adresse et tu dis ouais, c'est bon. C'est vrai que le but pour l'instant, c'est quand même de prendre quelques mois et juste de pas bosser, quoi. Voilà. Marcia, merci d'être venue nous voir, c'est bien sympa. Et puis tu nous raconteras la Namibie après. Et pareil, hein, prends un petit magnéto ou ton téléphone, t'enregistres des sons en Namibie, tu les donnes à Stéphane. Pas de souci. Ça marche. Stéphane, merci d'être venu jusqu'à Paris pour refaire une émission dans mon salon. Merci à toi. Je vous en prie. Et merci tout le monde encore une fois pour le Kiss Kiss Bang Bang qui a marché. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais remercier toutes les personnes qui ont aussi apporté leur contribution, mais par des... je sais plus comment on dit. Je sais pas ce que tu veux dire. Du soutien, des mots, voilà. Qui t'ont encouragé. Voilà. Bon, merci à tout le monde et pour les encouragements et pour les sous. C'est bon, maintenant il les a mis sur un compte en banque et on va pouvoir faire vivre Allô la planète. Exactement. Merci tout le monde, on compte sur vous. Tenez-nous au courant de ce que vous faites dans le monde, envoyez des sons et nous on fera la radio. Merci Marcia encore. Merci à vous. Et à la prochaine, je sais pas quand on en refait une, mais bon, à chaque fois Stéphane il débarque là avec son... En septembre. Ah bah ça marche. Allez. Salut tout le monde, à très bientôt, merci. Bye bye. Une radio 24h sur 24 sur allolaplanète.fr.